Depuis plus de 2 millénaires, chaque siècle a marqué la Moselle, à tel point qu'aujourd'hui, il est impossible de parler de ce territoire sans le rattacher directement à son passé, riche et mouvementé. Depuis plusieurs années, mon ambition est d'aller à la découverte de ces vestiges du passé mosellan, aux côtés de ceux qui participent à leur préservation. Historiens, conservateurs, experts ou passionnés, tous sont habités par une envie commune, lever le voile sur les secrets de notre histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Moselle. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un fort. Quand on parle de fort en Moselle, très souvent on pense à la ligne Maginot et on oublie que d'autres ont été construits bien avant. C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Je vais rentrer dans ce fort, Robert va fermer la porte derrière moi et dès lors, c'est un voyage dans les entrailles de notre histoire qui débute. Cette émission démarre sur les hauteurs du bassin thionvillois, à Guentrange. C'est ici que se trouve ce fort exceptionnel construit durant la première annexion allemande et qui fait partie des fleurons du patrimoine militaire mosellan. Pendant notre visite, mon ami Kevin Guriot, auteur et historien, va nous suivre en direct et j'irai ensuite le rejoindre pour une conversation sur le sujet du jour. Ça, c'est de la porte. Bonjour Robert. Mais d'abord, préparez-vous, la visite démarre en compagnie de Serge, président de l'association du fort de Guentrange. Bonjour Serge. Bonjour Tim. Merci de m'accueillir ici, donc, au fort de Guentrange. Alors, le fort de Guentrange, je le disais en introduction, c'est un fort qui est construit avant la ligne Maginot. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier ici en Moselle. Quand on parle de fortification défensive de ceinture de feu, souvent on pense à la Seconde Guerre mondiale, les années 30, la construction Maginot, mais pas à ce qu'il y a eu avant. Alors oui, c'est exact. Donc ce fort-là a été construit par les Allemands pendant l'annexion de 1870 à 1918. Donc c'est un fort qui est entièrement allemand, construit par eux, et qui faisait partie de la Moselle-Tellung, la protection donc, de la vallée de la Moselle, pour permettre l'alimentation par la voie ferrée du matériel et des hommes pour la place forte de Metz. Moi, je propose qu'on se promène un petit peu et qu'on découvre ce qui est aujourd'hui, ce qui est devenu plutôt le fort de Guentrange. Ouais. Oui, aucun problème, on va y aller. Je te suis, c'est toi le guide. Voilà. Voilà, écoutez, on est dans ce couloir qui est au rez-de-chaussée, où c'est toute la partie technique du fort, 120 mètres de long, c'est assez impressionnant, 1243 soldats qui vivaient dans cette caserne avec 35 officiers. Ah oui, il y avait du monde quand même. Oui, il y avait du monde, il y avait 2000 membres de total sur tout le fort. D'accord. Voilà. Donc on va pouvoir voir toutes les parties techniques du fort, c'est-à-dire tout ce que le fort, tout ce qui sert pour le confort du soldat, le fonctionnement, la nourriture, etc. Ouais. Alors là, par exemple, on a des cuisines. C'est les cuisines des officiers. Donc, cuisine officiers, ils avaient leur cuisine à part. Si, bien sûr, si vous voulez, on peut faire un petit tour. Donc, les cuisines, on reconnaît bien sûr. Voilà, donc on rentre dans les cuisines. Donc là, c'est déjà les cuisines très, très modernes pour l'époque qu'on voit. Donc, l'utilisation, c'était déjà des cuisines, des cocottes minutes. Vous imaginez, à cette époque-là, en 1906, les cocottes minutes n'existaient pas en ailleurs. Exceptionnel. Donc, ils travaillaient donc, avec ces cocottes minutes. On voit l'intérieur, si vous filmez sur l'intérieur, fonctionnement, donc voilà. Oui, il y avait de quoi faire quand même. Il y avait de quoi faire, oui. Là, ils nourrissaient quand même plus de 2000 personnes. Donc là, il fallait quand même que ça tourne, il fallait faire tourner les choses. Ils faisaient le jus du matin, comme on pourrait appeler le café, donc avec des infuseurs qui produisaient, donc qui faisaient le café par infusion. Et du thé aussi, parce que que les Allemands, en fonction de leur colonie, nous on avait peut-être plus de colonies qui produisaient du café qu'eux. Donc ils avaient aussi du thé. Les soldats, ils étaient bien équipés. Et alors, qu'est-ce qu'ils mangent les soldats allemands au tout début du XXe siècle? Écoutez, on a toutes les indications, donc ils sont indiqués. On a différents menus qui sont marqués. Donc, ils mangeaient beaucoup de pommes de terre, beaucoup de trucs, même de la viande qui était au menu tous les jours, ce qui nous surprend beaucoup à cette époque-là, quand même. Et puis, c'était quand même pas mal. On avait quand même café, pain, beurre, confiture au petit-déj. Voilà. Rôti de porc, pommes de terre, RL le midi et flocons d'avoine, café le soir. Voilà. On n'est pas non plus sur
sur des repas, de prison, quoi. Non, ben écoutez, je pense que pour ça, les Allemands faisaient quand même attention à leurs soldats, ils nourrissaient bien, et un soldat bien nourri est un bon soldat qui va bien se combattre. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de confort aussi, qu'on voit à l'intérieur. Hein, c'est quand même assez impressionnant le confort qu'ils ont à cette époque-là. Bon, on voit ne serait-ce que... je me permets. Oui, vous pouvez montrer la louche. À la taille de la louche, voilà. On voit déjà que c'était fait effectivement pour des grandes quantités. Hein. Voilà. C'est quand même pas une portion, ça. Non, il faut la ranger. Hein. Non, mais là, c'est quand même... il faut savoir que la préparation des repas se faisait ici et ils mangeaient dans les chambrées. Hein. Donc, ils passaient chercher avec une sorte de norvégienne qui était amenée ou alors ils pouvaient manger dans leur chambrée. Hein. D'accord. Donc, il faut quand même remarquer qu'ils avaient quand même déjà une aspiration, une hotte de ventilation, d'aspiration des vapeurs et des trucs pour évacuer à l'extérieur. Hein. Voilà. Alors, sous nos pieds, hein, juste pour dire, sous nos pieds, on a une cuve, une grande cuve hein, qui va de ce mur-ci jusqu'au là, hein, qui servait de réserve d'eau pour la cuisine. On voit que la pompe était là, il y avait un robinet, donc ils avaient de l'eau courante pour la cuisine. Hein. D'accord. Oui, ce qui peut servir, notamment quand on fait du jus, du café, du thé, effectivement. Et puis, il fallait bien alimenter en eau pour toutes les cuisinières. Hein. Il faut de l'eau, laver les légumes, etc. Hein. De chaque côté, il y avait une petite pièce qui permettait le stockage des aliments, hein, bien sûr. Ok, on continue. Oui. Je crois que ce couloir est plein de surprises. Hein. Ah ça, plein de surprises, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, pour les cuisines. Mais alors, les soldats ne mangeaient pas que ce qui se préparait dans des cocottes minutes. Il faut bien manger du pain. Hein, donc du pain, par exemple. Voilà, donc on va arriver au four à pain, donc la pièce où il y a un grand four, qui est en état de fonctionner, hein, que l'on fait fonctionner hein, tous les ans. Hein, donc on va voir, là, vous allez voir le fonctionnement. Super. Là, le four à pain, donc exceptionnel, de tous les forts qui se trouvent autour de Metz et autour de Thionville, c'est le seul qui est en état de fonctionner. D'accord, ok. Hein, tous les autres, ils sont cassés ou ne sont pas... Donc là, on va ouvrir, on va vous montrer. Hein. Je te laisse faire. Montrer, voilà. Waouh. Le service en plus. Je vais vous tirer le plateau hein, pour voir. Alors vous voyez, la seule chose qui n'est pas d'origine, c'est ces plaques réfractaires. Le pain, vous ne pouvez pas le cuire sur de l'acier. Donc chaque fois qu'on fait du pain, donc on le pose sur ces briques réfractaires qui sont chauffées bien sûr du four. Hein. Et alors quand l'association fait du pain, elle peut sortir jusqu'à combien de baguettes ou de pain rond par jour à peu près? Des milliers? Des centaines, oui, des centaines, facile, des centaines. Oui, parce qu'on fait lorsqu'on fait le pain, on voit quelques petites photos hein, qu'on a là. Ouais. Hein, donc on fait énormément de pain, donc on fait différentes sortes de pain. Donc il nous faut aussi pain de campagne, baguettes, gâteaux, etc. Et nous profitons du chauffage du four pour faire des plats cuisinés qu'on peut faire au four, bake-off, etc., lasagne, etc., hein, qui sont faites pour l'association, qu'on se réunit et on mange le jour-là. Mais justement, c'est bien que tu nous parles de l'association. Parlons-en un petit peu. Alors, cette association, elle est créée quand? Combien est-ce qu'elle a de membres? Et aujourd'hui, quelle est son activité? Alors, elle a été créée vers 1982, 83, donc lorsque la commune a racheté le fort de Guintrange à l'armée. Hein, donc, une association a pris possession du fort. Donc, la première chose, c'était la restauration, hein, de mettre en état un peu le nettoyage, restauration. Et on voit, il y a eu du boulot. Hein, voilà, il y a eu du truc, voilà, il y a eu du taf, comme diraient les anciens. Voilà, il y a eu de la restauration. Et, au fur et à mesure, on a commencé à faire donc la restauration de choses bien spécifiques et, bien sûr, la présentation au public avec amélioration toutes les ans de différentes choses, des pièces qui sont présentées en plus, etc. Et on peut quand même ajouter que ce fort, c'est l'une des pièces maîtresses du patrimoine du pays thionvillois. Ah bah c'est un très gros fort, hein. Vous avez vu, 50 hectares de superficie. Là, vous vous rendez compte d'une caserne centrale, il y a 2 autres casernes, il y a 2 batteries et tout un ensemble de protection. Hein, c'est énorme, hein. Il y avait 2000 hommes, il fallait bien qu'ils soient occupés à faire quelque chose. Hein. Voilà, pas de secret. Complètement, hein. oui, bien sûr. Voilà. Donc, le pays thionvillois est un pays plein de surprises, notamment en termes de patrimoine, je l'ai toujours dit et je le répète.
On continue? On continue. Allez. Voilà, on le fera tout à l'heure. Bon, et alors là, on vient de voir le four qui marchait avec du bois. Voilà. On a vu juste avant les cocottes minutes. Mais il faut faire fonctionner aussi toute la machinerie de ce four qui devait être considérable. Oui, voilà, donc il va falloir qu'on ait une usine électrique, hein, donc des moteurs diesel qui vont entraîner des génératrices qui vont nous fournir le courant pour tous les moteurs de ventilation et tout d'éclairage qui est au fort. Hein. D'accord. Et qui sont toute une machinerie qui est d'époque. Hein. C'est d'époque, les moteurs datent de 1912. Hein, On en donc voit va déjà voir, ici. Hein. On va les voir au fur et à mesure. Hein, hein. Et on va profiter pour vous montrer la mise en route d'un de ces moteurs. Hein. Ah, génial. Voilà. Super. Hein, ouais. Ah oui, waouh. Voilà, Impressionnant. écoute, oui, c'est impressionnant. Hein, c'est des moteurs donc, qui datent de 1912. Hein, donc des moteurs Dutz, hein, donc c'est l'usine électrique. Hein, Ouais. donc il y a quand même 2 et 3 moteurs. Hein, et l'association a quand même réussi à en faire mettre en service 4 dans celui-ci qu'on va vous montrer et qu'on va faire démarrer. Super. Donc avant le truc, donc c'est le moteur fonctionnant au diesel avec une génératrice qui produit du 110 volts continu. Donc moteur Dutz, génératrice AEG et tout ce qui est matériel électrique Siemens. Hein. Donc on voit que ça reste toujours d'époque. Hein. Oui, Hein, d'époque c'est- et de qualité. Et Enfin, de on qualité, est vraiment dans, voilà, dans la l'installation, qualité. Voilà. durable, si on Durable, peut dire. hein. La preuve. C'est vrai qu'on oublie parfois toute cette modernité qu'il y a déjà au tout début du XXe siècle. Hein. Le fort commence à être conçu en 1899. Il est terminé d'ailleurs. 1906. Hein. 1906. Et des améliorations, quand on voit l'électricité, ça n'a été installé qu'à partir de 1912. Hein. D'accord. 1912-1916. Hein. Oui, mais Voilà, 1912, donc, on est encore au tout début 20e. Oui, oui, on tout début ne 20e. pense pas forcément qu'il y a toute cette installation. Ah En non, tout pas cas, du tout. perso. Extérieur, on ne voit pas, on ne s'imagine Ouais. pas. Et surtout la technologie et la modernisme de ces périodes-là. Et grâce au travail de l'association, 4 moteurs sur les 8 sont aujourd'hui en parfait état de marche. Et parmi les membres de l'association du fort de Gentrange qui murmurent à l'oreille de ces machines diesel, il y a notamment Robert, qui a travaillé toute sa vie dans la machinerie des hauts fourneaux mosellans. Un savoir-faire précieux, d'autant plus lors du démarrage, les gestes nécessaires sont extrêmement précis. Écoutez donc ce beau ronronnement mécanique parfaitement huilé. Vraiment très impressionnant, hein, ces moteurs. Merci beaucoup Serge pour cette première partie donc, de cette visite du fort de Gentrange, un lieu extraordinaire. Bah, merci Tim, et puis à bientôt. À bientôt, effectivement. Alors moi je te laisse là et maintenant je vais aller rejoindre JF pour une autre partie de la visite, plus militaire vous allez voir. Mais d'abord je vais passer par les chambrées des soldats. Quartier libre dans le fort de Gentrange donc. Sur le chemin des chambrées, je croise le système de chauffage central installé en 1916 et qui permet aux soldats de ne pas avoir trop froid. Et oui, sous ces murs épais de plus d'1,50 m et sans le chauffage, ici il fait 8 degrés toute l'année. Voici maintenant une chambrée de sous-officiers très confortable pour l'époque. Petit tour ensuite par les douches, où les soldats pouvaient se laver à l'eau chaude, ce qui, à l'époque, dans une construction militaire, n'était pas forcément la norme. Il est temps maintenant d'aller découvrir une chambrée de soldats. Ici, jusqu'à 24 hommes dormaient dans ces hamacs. Et les hamacs sont vraiment pas mal. Non, je dors pas, c'est pas moi. Ok. Ce sera coupé au montage. Je reprends ma marche à travers les 3 km de galeries du fort de Gentrange, direction les tourelles d'artillerie pour retrouver JF. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Bonjour JF. Salut Tim. Merci de m'accueillir ici. Donc toi, tu es vice-président de l'association du fort de Gentrange. Tout à fait. Et c'est un lieu emblématique ici de ce fort. Alors là, on est dans une des tourelles, une des 8 tourelles qui composent le fort de Gentrange. Donc on a 2 batteries équipées chacune de 4 tourelles, donc ça fait 8. La batterie nord dans laquelle on est aujourd'hui et la batterie sud qui est de l'autre côté du terrain. La batterie sud a été démolie par les Américains en décembre 1944, mais ça je le raconterai un tout petit peu plus tard. Alors, restons dans l'ordre chronologique. Voilà. Quand le fort est créé, jusque où pouvaient tirer ces tourelles et surtout contre qui, pourquoi? Fais-nous le petit historique. Alors, initialement, le fort était bien sûr construit par les Allemands,
pour éviter une intrusion française. Oui, parce qu'on est en territoire annexé à l'époque. On est complètement en Allemagne. Donc si on regarde géographiquement, la France, elle est par là. L'Allemagne, elle est par là. Les façades sont côté Allemagne. Le glacis par lequel l'ennemi peut potentiellement attaquer, ça c'est plutôt côté français. D'accord. Et alors on peut tirer jusqu'où? Alors initialement, des canons de croupe de 10 cm courts étaient installés sur l'ouvrage. Alors des canons de croupe ont une portée de 9,7 km. Ah oui, quand même. Quand même, mais c'était pas les plus gros. Alors les Allemands avaient mis à l'époque ces canons-là pour une raison très simple, une raison qui était un petit peu politique. Il y a un petit pays neutre qui s'appelle le Luxembourg, et il était hors de question que les canons allemands puissent tirer sur ce pays neutre. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis des canons courts pour ne pas pouvoir tirer jusqu'au Luxembourg. D'accord. Les Français, en 1940, décident d'intégrer le fort de Gentrange dans le dispositif Maginot. Il est super bien situé, et ils se rendent compte que ces canons qui sont un petit peu courts, il serait peut-être intéressant de les remplacer par des canons plus longs. Donc ils vont dans les forts de Metz démonter des canons de 10 cm longs, qui ont une portée de 12,7 km. Ils font un remplacement des tubes en 1940, et donc ça permet de tirer un tout petit peu plus loin. Et donc on peut tirer sur le Luxembourg, mais ce n'était pas le problème à l'époque, on n'était plus dans ces notions de politique. D'accord, donc ici on est vraiment sur une partie originelle du fort, mais qui sera transformée donc plus tard Par les Français. Par les Français, qui vont reprendre des canons à Metz. Ces tourelles, les voici, avec donc ces canons installés par les Américains pouvant tirer jusqu'à 12,7 km. Nous les verrons de l'extérieur un peu plus tard, mais d'abord allons découvrir l'intérieur de l'une de ces tourelles afin de comprendre comment elles fonctionnent. Les coordonnées de tir sont reçues par téléphone ou alors directement par l'observation rendue possible par ces petites ouvertures. Ensuite, pour viser, la tourelle tourne sur elle-même grâce à cette manivelle et le canon monte ou descend pour ajuster les tirs grâce à cette autre manivelle. On approche peu à peu de la fin de notre visite. Direction donc l'extérieur pour découvrir ces tourelles vues de là-haut. Le premier canon totalement explosé a été détruit par les Américains lorsque, après avoir quitté le fort en 1944, ils ont peur de laisser cette artillerie aux mains des Allemands. À l'époque, tous les tubes sont détruits. Grâce aux restaurations faites par l'association, la batterie d'artillerie a retrouvé une partie de sa superbe. Le fort de Gentrange n'a plus de vocation militaire depuis 1971. Grâce aux travaux réalisés par l'association et avec l'aide de la municipalité, ce fort de Gentrange est devenu une étape incontournable du tourisme d'histoire militaire mosellan et plus encore, grâce à la partie musée installée dans les différentes cellules de l'ouvrage. À travers toutes ces collections, le visiteur plonge dans toute l'histoire mouvementée du territoire de Thionville. Un lieu exceptionnel que je vous encourage vivement à venir visiter. Et voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission, donc la visite du fort de Gentrange, une visite vraiment extraordinaire en compagnie de Serge et de JF, membres de l'association du fort de Gentrange. Maintenant, je me dépêche parce qu'il y en a un en plateau qui m'attend. C'est l'heure d'aller retrouver Kevin Guriot pour la suite en plateau. Et on se retrouve donc pour la suite en plateau, la suite donc de cette émission Destination Moselle avec Kevin Guriot. Kevin Guriot qu'on ne présente plus, un historien et auteur spécialiste de la Lorraine. Alors Kevin, salut déjà. Salut Tim. On vient de le voir tout au long de cette émission donc avec le fort de Gentrange. Le fort de Gentrange qui est donc un fort construit avant la ligne Maginot. Les infrastructures, en Moselle on connaît bien ça. Avec justement la ligne Maginot
mais également des constructions antérieures dont on parle peu finalement. Est-ce qu'on n'a pas fini par les oublier ? Est-ce qu'elles n'ont pas finalement été remplacées par les ouvrages de la ligne Maginot ? Alors on connaît beaucoup la ligne Maginot, de laquelle on dit parfois qu'elle n'a pas servi à grand-chose, etc. Ce qui est faux, hein. Le but d'un ouvrage militaire, c'est soit de fixer les troupes sur place, hein, le temps que les troupes vont faire le siège de cet élément-là, elles ne sont pas ailleurs, soit de les obliger à contourner l'obstacle pour passer à un endroit précis. Alors la ligne Maginot est connue en effet, et on connaît un petit peu moins ce qu'on appelle la Moselle-Stellung, c'est-à-dire littéralement la fortification de la Moselle, tous ces forts qui encerclent Metz et qui se prolongent jusque Thionville, jusqu'au fort de Guentrange finalement, et qui étaient censés défendre la frontière occidentale du Reich, face notamment à l'équivalent français qu'on appelle le système serré de rivière, autour de Verdun, se prolonge vers Saint-Miel et jusqu'à Épinal finalement. Alors autre chose qu'on oublie parfois, mais qui fait pourtant partie intégrante de l'histoire de France, faut-il le rappeler, c'est bien sûr tous ces soldats mosellans qui se sont battus durant la Première Guerre mondiale et qui ont été obligés, en tout cas ils faisaient partie de l'Allemagne, qui avait été annexée en 1870, qui se sont battus sous l'uniforme allemand. On en parle très peu. Oui, lorsque la Première Guerre mondiale éclate à l'été 1914, vous avez des Alsaciens, Mosellans qui sont obligés d'aller se battre sous l'uniforme allemand. Alors, on ne peut pas vraiment parler de malgré nous, puisqu'il n'y a pas cet aspect de contrainte qu'on va retrouver pendant la Seconde Annexion, même si certains Alsaciens Mosellans vont franchir la frontière à l'été 14 pour se battre sous l'uniforme français, la plupart vont aller combattre avec le casque à pointe sur la tête. Alors justement, j'ai ramené un petit casque à pointe, c'est une réplique, ce n'est pas un original, mais en tout cas ça permet de voir quand même à quoi ressemble un élément d'uniforme allemand en 1914, casque en cuir bouilli sur lequel on va retrouver l'aigle allemand avec FR pour Frédéricus Rex, le roi Frédéric, la devise Mit Gott für Kaiser und Vaterland, donc avec Dieu pour le roi ou l'empereur et la patrie, deux cocardes, l'une noir blanc rouge pour les couleurs du Reich allemand, l'autre noire et blanche pour la Prusse. Et puis bien sûr cette pointe dont la forme était censée dévier justement les coups de sabre éventuels sur le côté, éviter de se faire tailler le crâne en deux en fait. Ce qui est toujours mieux quand on veut continuer à se battre. On connaît bien les batailles qui ont eu lieu en France durant la guerre 14-18, notamment dans la Meuse. Les batailles qui ont eu lieu en Moselle, donc en Allemagne à l'époque, mais en France aujourd'hui, faut-il encore une fois le rappeler. Il y a eu par exemple la bataille de Morange, la bataille de Lomny. On en parle très peu. Elles sont même inconnues, on peut le dire, de la mémoire collective. Est-ce qu'aujourd'hui, ces batailles doivent faire l'objet d'une réhabilitation ? Alors, réhabilitation, oui, parce que si on ne peut pas comprendre la suite de l'histoire du XXe siècle, notamment les grandes, le passage de l'Exode, par exemple, lorsqu'en 1940, tous ces Lorrains, pas que, mais vont quitter leur village pour fuir vers un ailleurs qu'ils pensent meilleur. Tout ça s'explique parce que, justement, en 1914, on assiste à de véritables drames. D'autres batailles comme Orange, là encore, sont absentes des livres d'histoire, et c'est bien dommage parce que on est dans cette guerre de mouvement qui est la partie la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Une date et un chiffre, le 22 août 1914, la France perd 27 000 soldats en une seule journée. Donc c'est cette partie de la guerre. Alors quand on parle de 14-18, on pense aux tranchées. Or, il y a aussi des batailles en Moselle, bien sûr, qui vont fixer le front à partir de l'automne 14. Et c'est un petit peu oublié. Il y a eu quelques études. Je pense à Jacques Didier qui avait consacré un livre, des moissons tachées de sang. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est un petit peu oublié. Et c'est dommage. Alors tu parlais justement des évacués de la Moselle. Oui. Le département a fait une grande manifestation dessus. Aujourd'hui, les réhabilitations commencent avec également celle des Malgré nous, même si là on est à la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'on peut espérer une réhabilitation de ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale en Moselle. Poursuivons un peu la marche de l'histoire pour cette dernière question de la suite en plateau destination Moselle. Suite à la Première Guerre mondiale, c'est donc, on en parlait tout à l'heure, une nouvelle ceinture défensive qui se crée. C'est bien sûr la ligne Maginot, qui est décidée dans les années 20, qui se construira fin des années 20 et surtout années 30. Aujourd'hui, la ligne Maginot, elle a une importance patrimoniale, c'est même c'est un peu une Rolls de notre tourisme. Il y a énormément de gens qui vont visiter, notamment à Vécrin, le Hackenberg. En quoi est-ce que cette ligne Maginot s'inspire ou non des ceintures qui avaient été installées avant, sous la période allemande ?
Alors la ligne Maginot, elle est construite dès la toute fin des années 20, 1929, les travaux débutent, dans le but justement d'offrir, alors je reprends les termes du ministre de la guerre de l'époque, André Maginot, qui disait il faut offrir un mur de béton plutôt qu'un mur de soldats finalement pour défendre le territoire. Mur de poitrine. Voilà, mur de poitrine comme il disait. Et en fait c'est la signature du traité de Versailles en juin 1919 qui fait dire à Clémenceau qu'on a peut-être gagné la guerre mais on a perdu la paix. On s'inquiète grandement dans les années 20 de la montée du fascisme en Italie et puis à partir de 1933 l'arrivée d'Hitler au pouvoir va très vite accélérer le processus de fortification de nos frontières. Donc on va tirer les enseignements de la Première Guerre mondiale en préférant s'enterrer à une certaine distance sous terre pour éviter justement les bombardements. On va pratiquer un mur de feu finalement. Chaque fort doit pouvoir défendre les forts adjacents et on va ainsi créer cette ligne Maginot avec une particularité aussi dans l'est de notre département, c'est la ligne Maginot aquatique. Oui. Ce système en fait de barrage qui va inonder de larges territoires pour empêcher toute progression, le blinder sur le territoire français. Et qui fera l'objet d'un prochain numéro de Destination Moselle. Merci beaucoup Kevin Goriot, donc auteur, historien, spécialiste de la Lorraine. Voilà, et mon ami en même temps, absolument, je le dis. Absolument. Donc merci d'être venu et à bientôt. Je reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Destination Moselle. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Pardon, oui, il faut que j'aille doucement parce que là j'allais partir hors cadre. Tu me dis et je pars. Je te suis. Oui, ça va. Oui, je suis sûr, tu fais pas mal. Il faut venir bien sûr visiter le fort de Guentrange. Je reviendrai en tout cas, voilà, ça c'est sûr. Je te remercie beaucoup. C'est très gentil à toi. On va la refaire, attends, pardon. Oui, il a oublié, toi, il a quoi, tu vas oublier ce qu'il devait faire. Il faut venir visiter le fort de Guentrange. Tu le dis là, il faut venir nous voir. Donc j'espère que la mission nous permettra d'avoir plus de public pour les visites. On va la refaire, ça va ça, Détends-toi. Oui, c'est pour nous là. C'est pas bon. Ordinaire qu'il faut venir visiter. Oui, merci beaucoup à toi, merci à Tim de cette machin. Voilà. Cette machin, t'as dit